invité ce soir est journaliste. Il est plus précisément journaliste européen, comme il aime se présenter, comme on aime le présenter. Il est également auteur. Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors, on va évoquer ensemble ce soir ce qui est en cours en ce moment, à savoir les négociations autour du Brexit qui démarrent. Mais d'abord, Alex Taylor, il y a une image qui a été beaucoup commentée ces jours-ci. Je me doute, enfin je ne sais pas, mais je me doute c'est quelle image. Ouais, le chapeau. On va le regarder. Le chapeau de la reine Elisabeth II. Voilà. Message clair selon vous ? Je pense très sincèrement que c'est un message clair, oui. Je ne sais pas si c'est un message clair de la part de la reine, mais en tout cas, c'est un message clair de la part de quelqu'un qui l'habille ou quelqu'un dans son entourage. Ce n'est pas possible. Je sais que... C'est le drapeau européen, oui. Oui, mais je sais que un monarque est connu pour ses chapeaux curieux. Mais là, quand même, que personne n'ait vu, si c'était une bourde ou une erreur, que personne n'ait vu en plus, parce qu'elle l'a porté, je vous rappelle, pour annoncer le programme du gouvernement, qui est concerné pratiquement uniquement par le Brexit. Donc, que quelqu'un, dans son vaste entourage de conseillers, n'ait pas repéré que c'était un drapeau européen, ça me paraît très étrange. Vous y voyez un signe clair. Le seul bémol que je mettrais, c'est que je ne sais pas si c'est la reine elle-même, parce que je pense que la seule chose qui l'intéressait ce jour-là, c'est Ascot. Elle est beaucoup plus intéressée par les courses hippiques que parce qu'elle en a fait des discours du trône. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle aurait insisté pour porter un chapeau avec les couleurs du drapeau européen. En tout cas, ce n'est pas une histoire, c'est quelqu'un. Peut-être elle. Mais Alex, rappelez-nous que la reine, elle est tenue à une neutralité politique vraiment qui est très très rigoureuse. Elle n'a pas le droit de donner son avis sur les sujets du gouvernement. Non, ce serait grotesque parce que elle tient depuis 63 ans, tout simplement parce qu'elle ne dit pas « je suis favorable à ceci, je suis favorable à cela ». On sait par quelques petites indiscrétions, mais c'est toujours démenti après. On pourrait croire que la reine, j'imagine qu'elle voterait pas Mélenchon, mais elle est quand même... on sait par exemple qu'elle a eu des rapports nettement plus sympathiques avec certains de ses premiers ministres de gauche que de droite. Elle ne supportait pas Mrs. Thatcher, mais je crois que c'est plutôt une histoire de crépage de chignon. Qui a-t-elle le plus apprécié comme Premier ministre ? Il y avait un Premier ministre dans les années 60, travailliste, Harold Wilson, qui était l'un des premiers travaillistes vraiment dans les années 60 à avoir une vision un peu futuriste de la Grande-Bretagne. Elle s'entendait bien avec lui. Et je pense qu'elle s'entendait bien aussi avec Heath, qui est celui qui nous a fait rentrer il y a longtemps, en 1973, dans le marché commun. Comme et aujourd'hui, comment s'entend-elle avec la Première ministre Theresa May ? C'est en tout cas, regardez son chapeau. Si elle voulait soutenir la politique hard Brexit de Theresa May, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y prend mal. Près de 3 semaines après son revers aux législatives, la Première ministre britannique Theresa May a scellé aujourd'hui, Alex Taylor, une alliance qui fait vraiment grincer des dents avec le parti nord-irlandais opposition ultra conservatrice, mais maintenant elle a, si je peux dire, sa majorité. Comment vous regardez, vous appréhendez cette alliance ? C'est une alliance qui coûte cher déjà, parce que je peux vous dire que il va y avoir beaucoup de nouvelles écoles, beaucoup de nouveaux hôpitaux et des infrastructures, des autoroutes en Irlande du Nord. C'est vraiment un secteur qui va aller florissant, tout simplement parce que les protestants de l'Irlande du Nord ont l'habitude de négocier dur. Ils ne font que ça depuis des décennies sur les histoires de paix en Irlande du Nord et pour garder leur souveraineté, parce que ce sont des gens qui jurent fidélité à la reine, justement. Mais donc ils ont mené dur, parce qu'ils savaient que sans les 10 députés de ce parti DUP, elle est coincée. Elle ne peut faire voter aucune loi. Ce sont des gens qui sont complètement pour le Brexit, ce sont des gens qui sont beaucoup plus à droite que les conservateurs. C'est un parti qui bloque, je vous rappelle. Sur des sujets de société. Oui, le mariage gay. Le mariage gay existe partout au Royaume-Uni, sauf en Irlande du Nord, à cause de ce parti. Donc Mrs. May a dépensé 1,5 milliard de livres. Elle qui dit qu'il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux, il n'y a plus d'argent pour les écoles, pour les policiers, pour nous protéger contre le terrorisme. Et tout d'un coup, elle trouve 1,5 milliard de livres sterling, donc 2 milliards d'euros à peu près, pour acheter les votes de ces 10 députés de l'Irlande du Nord dont elle dépend pour faire passer
son Brexit. Voilà le pétrin dans lequel se trouve mon pays depuis le Brexit. Ça fait quasiment un an, jour pour jour. C'était le 23 juin 2016 que le Brexit a été voté. Une courte majorité de Britanniques avaient opté pour le out. De ceux qui pouvaient voter. J'insiste toujours là-dessus, parce que les jeunes n'avaient pas le droit de vote. Voilà. Les jeunes n'avaient pas le droit. Et les expatriés de plus de 15 ans, qui, depuis un an, sont touchés au plus haut point, parce qu'on nous a enlevé tous nos droits, on n'avait pas le droit de voter non plus. Donc, mais ceux qui avaient le parmi droit ceux-là, de voter. c'est une majorité quand même. C'est ainsi la démocratie qui l'a emporté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, c'est une question sensible quand on pose cette question après un référendum, mais est-ce que l'opinion publique aujourd'hui, elle est divisée, tiraillée, inquiète, angoissée de ce qui va venir? Ce qui va tout changer, c'est l'économie. Comme disait Clinton, it's the economy, stupid. C'est l'économie qui change tout. Et le problème, c'est qu'on est toujours dans le marché unique. On fait toujours du marché avec vous, sans tarif. Le jour où on sera sorti, parce que je vous rappelle que jusqu'à très peu, jusqu'aux élections, M. May voulait qu'on sorte du marché unique, donc c'est-à-dire 40% de tarifs sur tous les produits alimentaires, une inflation qui déjà commence à monter. Donc, pour le moment, l'inflation commence doucement à monter. On a la croissance la plus basse de l'Union européenne pour le premier trimestre de cette année. Donc, ça a chuté. Là, ça commence à rentrer dans les mentalités que le Brexit, c'est peut-être pas si bien que ça. Si vous ajoutez aussi le brouhaha politique, l'instabilité, je vous rappelle que Mrs. May avait fait toute cette campagne sur le besoin, disait-elle, d'avoir un gouvernement stable, strong and stable government. Là, c'est tout le contraire. C'est un gouvernement qui dépend de la bonne volonté d'un parti, franchement un peu taré et ultra. Donc, c'est tout l'inverse de ce qui a été promis, finalement. Tout l'inverse de ce qui a été promis, mais ça commence doucement à rentrer depuis les élections, en fait. C'est depuis les élections que les Brexiteurs hard se sont rendus compte que si tout le pays était derrière ce projet de sortir de tout ce qui est européen, d'aller faire à nouveau du commerce avec les États-Unis, quoique Trump, c'est pas évident, avec les Chinois, quoique les Chinois ne mettent pas forcément en tête que non plus, quand ils se sont rendus compte, en fait, que les Britanniques n'étaient pas forcément derrière ce projet, là, il y a de plus en plus de députés qui commencent à se dire, bon, il faut une approche multipartite. Il y a très peu de gens qui disent maintenant qu'il faut changer d'avis. Mais Alex, quand on sort de Londres, là je suis allée voir plusieurs reportages, télévision, presse écrite, qui décrivent quand même des agriculteurs, des peintres en bâtiment, etc., qui disent non, nous, on attend le Brexit. Oui, on a voté pour, on attend, on est convaincus. Alors, nous, on voit ici les deux visages. Vous, j'imagine que le 23 juin 2016, vous étiez effondré. J'étais en direct à la télé sur une chaîne concurrente à vous. Et je pleurais facilement. Voilà. Oui, mais ça dépend. Et encore une fois, le Brexit n'est pas rentré dans les actes. Pour le moment, on est toujours dans l'Union européenne, et encore, malheureusement pour vous, encore pendant 2 ans. Ouais. Mais par exemple, allez voir dans les hôpitaux, l'ambiance depuis le Brexit pour les Européens qui vivent en Grande-Bretagne. J'écoutais, pas plus tard que vendredi dernier, sur un talk show de Londres, une infirmière, un médecin, je crois, française, qui décide après 20 ans, suite à l'ambiance qu'il y a dans le pays, parce qu'une fois de plus, on lui a dit « rentre chez toi en Pologne », quand ils ont entendu un accent étranger. Donc c'est tout de suite « rentrez chez vous en Pologne ». Il y a ce genre d'ambiance qui fait que je pense que le mois dernier, le chiffre, il y avait 34 seulement candidatures d'Européens pour des postes d'infirmiers. Donc il manque à peu près 30 000 dans les hôpitaux en Grande-Bretagne. Et c'est pas la peine de dire, comme disent les Brexiteurs, que les Britanniques remplissent ces postes. Il n'y a pas assez de Britanniques. Il faut 7-8 ans pour les ennuis vont commencer au fur et à mesure que vous allez rentrer. Là, c'est l'année 1 ou l'année 0. Je peux vous dire, la directrice des infirmières britanniques a déclaré aujourd'hui, c'est le dernier avertissement pour le gouvernement, on ne tient plus, parce qu'il n'y a plus d'Européens qui viennent prendre les postes, d'Européens qui ont été entraînés, formés dans d'autres pays et qui sont formés pour être des infirmiers chez nous. Il n'y a absolument pas de candidature. Même chose pour les fruits et les légumes. Vous me direz que c'est très bien si les Britanniques cueillent leurs propres fruits et légumes, mais manque de peau. Il y avait un fermier
un agriculteur la semaine dernière à la BBC Radio 4 qui a voté pour le Brexit et qui se plaint maintenant, qui ne trouve plus, il a dit lui-même, en 3 ans, j'ai eu un candidat britannique pour aller chercher les légumes. Les Européens, ça fait maintenant un petit moment qu'ils ne se sentent plus tellement accueillis ou welcome en Grande-Bretagne, qui partent. Donc, parlons d'eux justement, Alex Taylor, les Européens, parce que il y a une grande question que Theresa May, à laquelle elle doit répondre, c'est tous ces ressortissants européens qui sont en Grande-Bretagne. Il y en a quand même quelques, je crois qu'ils sont... Le problème, enfin, il y a 3 millions et plus. Elle a tenté de répondre, elle les a rassurés aujourd'hui, mais l'Union européenne a dit... C'est pas suffisant, là, ce que vous leur dites à ces ressortissants-là. Il y a plein de questions qui restent ouvertes. C'est-à-dire que quels sont les droits d'avoir leur famille. Moi, j'ai la libre circulation, je bénéficie de ça, mais en France, dans l'autre sens, si je me marie avec une Anglaise, ce qui est très peu probable, mais ou avec un Anglais peut-être, hein. Oui, mais j'ai le droit de le faire venir en France, les droits de la libre circulation des personnes. Est-ce que cette loi s'appliquera toujours aux Européens en Grande-Bretagne? C'est pas sûr du tout. Il reste encore des choses très peu sûres sur ça touche à la vie quotidienne des gens en plus. Donc, oui, il y a une vraie mais je peux vous dire, moi qui ai vécu ça dans l'autre sens, on vous retire toutes vos certitudes. Je veux dire, moi j'ai vécu 3 ou 4 deuils dans ma vie et pendant une année, de vous dire que vous n'avez pas la certitude sur est-ce que vous pouvez rester dans le pays où vous êtes, est-ce que vous pouvez continuer à bénéficier de la santé, c'est pas sûr, des retraites et tout ça, et quand vous retirez cette certitude, c'est pas étonnant que beaucoup d'Européens quittent en ce moment le Royaume-Uni. Et ce qu'on dit jamais aux Britanniques, ce qu'on ne leur dit jamais, c'est que la libre circulation, ça marche dans l'autre sens. Oui. Il y a des gens comme moi qui en ont profité aussi. Moi, j'ai quitté mon pays dans les années 60, justement, ou 70, quand il y avait Heath et Wilson, et quand c'était l'homme malade de l'Europe, économiquement. Donc les années 70, c'est ça. À la fin des années 70. Fin des années 60, oui. Non, 60, pardon, j'étais né en des années 70. 70, je suis venu ici, et j'étais bien content de pouvoir venir dans un autre pays, comme le mien marchait mal économiquement. Les jeunes Britanniques, après le Brexit, ne pourront plus venir étudier, travailler, tomber amoureux, vivre tout simplement et se sentir chez eux dans un autre pays européen. Et ça, on ne dit jamais aux Britanniques comme nous qui vivons sur le continent. Dont on ignore, et ça c'est un autre truc que j'aimerais dire si possible, parce que personne ne dit, on ne nous compte pas. Les Britanniques disent toujours, il y a à peu près 1 million de Britanniques qui vivent dans le continent, mais nous on accueille 3 millions d'Européens. Regardez comme on est généreux. C'est parce que ils comptent bien les Européens qui sont dans leur pays. Mais nous, quand on quitte leur pays, personne ne nous oblige. Aucune autorité britannique ne sait. Non, ce que je vais dire, c'est important. Aucune autorité britannique n'a jamais su, depuis 37 ans que je suis en France, que je suis en France. Je ne suis pas répertorié. Ils ne nous comptent pas. Donc, ils racontent des salades quand ils disent qu'il y a 1 million de Britanniques. Ils ne savent rien du tout. Il y a peut-être 2 millions, 3 millions. On n'a jamais compté, on n'a jamais compté aucun des Britanniques que j'ai croisés à Paris depuis 37 ans que je suis là. On n'est pas tenu de nous enregistrer quelque part. Ils ne savent pas. Mais ils disent, et tout le monde accepte ça, c'est une aberration. C'est peut-être 2 millions, 3 millions, parce qu'on n'est pas compté. Vous avez remarqué que l'attitude maintenant de l'Europe a changé. La France et l'Allemagne, maintenant, ok, ça y est, le Brexit est là, allez-y, allons-y, on va négocier, ça sera terminé. Est-ce que ça, quelque part, vous, pour le journaliste européen que vous présentez ainsi, ça peut faire mal? Vous dites, finalement, on a presque tourné la page maintenant. Non, ça fait du bien pour l'Européen que je suis, parce que moi, comme vous le savez, j'ai posé ma candidature pour être des vôtres aussi. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Au contraire, on a rarement vu les Européens, je pense que Trump y est pour quelque chose aussi sur les questions de défense, on a rarement vu les Européens aussi unis. On critique toujours ce pauvre continent de ne pas être unis, mais le Brexit a réussi au moins à les mettre tous d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose, et ben voilà. Les Anglais, au moins, ils ont réussi à réunir les autres Européens contre eux. Mais je pense que d'ici 1 an, 2 ans, quand le problème, ce sont ces élections. Theresa May n'est absolument pas crédible. Son Brexit dur n'est pas crédible. Et
À mon avis, elle ne tiendra pas. Dans 6 mois, elle ne sera plus là. Et qui est-ce qu'on aura à la place? Nous Le verrons, clown? parce qu'il y a beaucoup de fragilité. Bah, soit on a un clown, Boris Johnson, soit on a l'actuel ministre des Finances. Alors, si on dit que Theresa May n'a pas de charisme, lui, c'est puissance. Forte période d'instabilité. Alex Taylor, pour conclure, journaliste européen, d'accord, mais britannique quand même, dans votre cœur, dans ce que vous êtes. On ne peut pas changer ou renier ça. Je renie un peu mon patrie depuis un an. Ouais, j'étais très fier d'être britannique. Je suis évidemment très fier de ce que mon pays a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça, et pour plein de raisons, j'étais fier d'être britannique. Mais là, depuis un an, on donne un tel spectacle honteux. Franchement, j'ai très envie de devenir français. Eh ben, écoutez, bienvenue. Merci en tous les cas pour cette ode aussi à la France et à l'Europe. C'est important dans ces temps-là. Merci Alex Taylor.